Persuasion de Jane Austen, chapitre 18. On était au commencement de février. Anna était depuis un mois à Bath et attendait impatiemment des nouvelles d'Uppercross et de Lyme. Depuis 3 semaines, elle n'en avait pas reçu. Elle savait seulement qu'Henriette était de retour à la maison et que Louisa était encore à Lyme. Elle y pensait un soir plus que de coutume quand une lettre de Marie lui fut remise avec les compliments de Monsieur et Madame Croft. « Comment ? Les Croft sont à Bath, dit Sir Walter. Que vous envoie-t-il ? Une lettre de Percross Cottage, mon père. Oh, ces lettres sont des passeports commodes pour être reçus. Néanmoins, j'aurai en tout cas visité les Croft, je sais ce que je dois à mon locataire. Ma chère Anna, disait la lettre, je ne m'excuse pas de mon silence parce qu'on ne doit guère se soucier des lettres à Bath. Vous êtes trop heureuse pour penser à Uppercross. Notre Noël a été si triste. Les Musgrove n'ont pas donné un seul dîner, je ne compte pas les Hayter. Les vacances sont enfin finies. Nous n'en avons jamais eu d'aussi longues quand nous étions enfants. La maison a été débarrassée hier, excepté des petits Harville, et vous serez surprise d'apprendre qu'ils ne sont pas venus chez moi une seule fois. Madame Harville est une étrange mère de s'en séparer si longtemps. Ce ne sont pas de jolis enfants, mais Madame Musgrove semble les aimer autant, et même plus que les siens. Quel affreux temps nous avons eu. Vous ne vous en apercevez pas à Bath avec vos pavés propres. À la campagne, c'est autre chose. Je n'ai pas eu une seule visite depuis la 2e semaine de janvier, excepté Charles Hayter, qui est venu trop souvent. Entre nous, c'est un grand dommage qu'Henriette ne soit pas restée à Lyme aussi longtemps que Louisa. Cela l'aurait tenue loin de lui. La voiture vient de partir pour ramener demain Louisa et les Harville. Nous ne sommes invités à dîner avec eux que le surlendemain, tant on craint la fatigue du voyage pour Louisa, ce qui n'est pas probable si l'on pense aux soins dont elle est l'objet. J'aimerais bien mieux y dîner demain. Je suis bien aise que vous trouviez M. Elliot si aimable, et je voudrais le connaître aussi, mais j'ai la mauvaise chance de n'être jamais là quand il y a quelque chose d'agréable. Je suis la dernière de la famille dont on s'occupe. Quel temps immense Madame Clay passe avec Elisabeth. A-t-elle l'intention de s'en aller jamais ? Pensez-vous que nous serions invités si elle laissait la place libre ? Je puis très bien laisser mes enfants à Great House pendant 1 mois ou 6 semaines. J'ai entendu dire que les Croft partaient pour Bath. Ils n'ont pas eu l'intention de demander mes commissions. Ils ne sont guère polis. Nous les voyons à peine et c'est réellement de leur part un manque d'égard. Charles se joint à moi pour vous dire 1000 choses amicales. Votre sœur affectionnée, Marie M. P.S. Je suis fâchée de vous dire que je suis loin d'aller bien, et Jimina vient d'apprendre chez le boucher qu'il y a beaucoup d'angines ici. Je crois que j'en aurai une, car mes maux de gorge sont toujours plus dangereux que ceux des autres. Ainsi finissait la première partie à laquelle avait été ajouté ceci. J'ai laissé ma lettre ouverte afin de vous dire comment Louisa a supporté le voyage et j'en suis très contente car j'ai beaucoup à ajouter. D'abord, j'ai reçu hier un mot de Madame Croft demandant si j'avais quelque chose à vous envoyer. Une lettre très bonne, très amicale et adressée à moi comme cela doit être. L'amiral ne semble pas très malade et j'espère sincèrement que Bath lui fera du bien. Je serai vraiment heureuse quand ils reviendront. Nous ne pouvons pas nous passer d'une si aimable famille. Maintenant, parlons de Louisa. Vous serez bien étonnés. Elle est arrivée mardi. Le soir, en allant prendre de ses nouvelles, nous fûmes surpris de ne pas trouver Benwick, car il avait été invité aussi. Et devinez pourquoi il n'y était pas. Il fait la cour à Louisa et n'a pas voulu venir avant d'avoir reçu la réponse de M. Musgrove à sa demande écrite. Je serais surprise que vous sachiez cela, car on ne m'en a rien dit. Nous sommes très contents car ce mariage, quoique moins bon que celui du capitaine Wentworth, est 1 million de fois meilleur que celui de Charles Hayter. M. Musgrove a donné son consentement. On attend le capitaine Benwick. Charles se demande ce que dira Wentworth, mais vous vous souvenez que je n'ai jamais cru à son attachement pour Louisa. Et voilà la fin de la supposition que Benwick était votre adorateur. Il est incompréhensible pour moi que Charles ait pu se mettre cela en tête. Jamais Anna ne fut plus surprise. Le capitaine Benwick et Louisa Musgrove. C'était trop étonnant pour le croire. Sir Walter désirait savoir si les Croft voyageaient à 4 chevaux, s'ils allaient habiter un assez beau quartier pour qu'on pût aller les voir. « Comment se porte Marie » dit Elisabeth, et sans attendre la réponse. « Qu'est-ce qui amène les Croft à Bath ? C'est à cause du général, il a la goutte. »« La goutte et la décrépitude, » dit Sir Walter, pauvre vieux gentilhomme. Connaissent-ils quelqu'un ici demanda Elisabeth. Je ne sais pas, mais à l'âge de l'amiral et avec sa profession, il ne doit pas manquer de connaissances dans une ville comme Bath. Je pense, dit posément Sir Walter, que l'amiral sera connu ici comme locataire de Kellynch. Elisabeth, pouvons-nous nous aventurer à les présenter à Laura Place ? Je ne crois pas. Nous sommes cousins de Lady Dalrymple et nous ne devons pas lui imposer des connaissances qu'elle pourrait désapprouver.
Il vaut mieux laisser les Croft avec leurs égaux. Ce fut tout l'intérêt qu'Élisabeth prit à la lettre de Marie, et quand Madame Clay se fut informée poliment de Madame Musgrove et de ses charmants enfants, on laissa Anna tranquille. Une fois dans sa chambre, elle chercha à comprendre. Peut-être Wentworth, s'apercevant qu'il n'aimait pas Louisa, s'était-il retiré. Elle ne pouvait admettre l'idée de légèreté ou de trahison. Le capitaine Benwick et Louisa Musgrove? La vive et gaie Louisa et le triste et sentimental Benwick? Les derniers d'entre tous qui semblaient se contenir. Mais ils s'étaient trouvés ensemble pendant plusieurs semaines. Ils avaient vécu dans le même petit cercle. Louisa, relevant de maladie, était plus intéressante et Benwick moins inconsolable. Anna, au lieu de tirer du présent les mêmes conclusions que Marie, soupçonnait que Benwick avait eu un commencement d'inclination pour elle. Mais elle n'en tirait point vanité. Benwick lui avait été reconnaissant de la sympathie qu'elle lui avait montrée. Il avait un cœur aimant. Elle pensait qu'il pouvait être heureux. Il gagnerait de la gaieté, elle de l'enthousiasme pour Byron ou Walter Scott. Mais c'était déjà fait probablement. La poésie avait rapproché leur cœur. L'idée de Louisa, devenue personne littéraire et sentimentale, était amusante. L'accident, arrivé à Lyme, avait pu avoir une influence sur sa santé et son caractère aussi bien que sur sa destinée. Non, ce n'était pas le regret qui, en dépit d'elle-même, faisait battre le cœur d'Anna et lui mettait la rougeur aux joues quand elle pensait que Wentworth était libre. Elle avait honte d'analyser ses sentiments. Ils ressemblaient trop à de la joie, une joie immense. Les Croft, à la parfaite satisfaction de Sir Walter, se logèrent dans Gay Street. Dès lors, il ne rougit pas de les connaître et parla beaucoup plus de l'amiral que celui-ci n'avait jamais parlé de lui. Les Croft apportaient à Bath leur habitude de province d'être toujours ensemble. La marche était ordonnée à l'amiral pour guérir sa goutte et Anna les rencontrait partout. Ils étaient pour elle l'image du bonheur. Elle les suivait longtemps des yeux, ravie de pouvoir s'imaginer ce qu'ils disaient marchant côte à côte, heureux et indépendants, ou de voir quelle cordiale poignée de main l'amiral donnait à un ami, et le groupe animé qu'il formait parfois avec d'autres marins. Madame Croft, au milieu d'eux, paraissait aussi intelligente et aussi fine qu'aucun des officiers qui l'entouraient. Un matin, Anna, traversant Milton Street, rencontra l'amiral. Il était seul et si occupé à regarder des gravures qu'il ne la vit pas d'abord. Quand il l'eut aperçue, il dit avec sa bonne humeur habituelle « Ah, c'est vous! Vous me voyez planté devant ce tableau. Je ne puis passer ici sans m'arrêter. Mais est-ce là un bateau? Regardez. En avez-vous jamais vu un pareil? Vos peintres sont étonnants. Ils croient qu'on voudrait risquer sa vie dans cette vieille coquille de noix informe. Et cependant, voilà deux personnages qui y semblent parfaitement à l'aise. Ils regardent les rochers et les montagnes comme s'ils n'allaient pas être culbutés, ce qui arrivera certainement. Maintenant, où allez-vous? Puis-je vous accompagner ou faire quelque chose pour vous? Non, merci, à moins de faire route avec moi, je vais à la maison. Certainement, de tout mon cœur, nous ferons une bonne promenade et j'ai quelque chose à vous dire, prenez mon bras. Je ne me sens pas à l'aise si je n'ai pas le bras d'une femme. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, mais voici un ami, le capitaine Bridgdam. Je veux seulement lui demander comment il va en passant. Il est surpris de me voir avec une autre femme que la mienne. La pauvre âme est prise par la jambe. Elle a au talon une ampoule presque aussi large qu'une pièce de 5 francs. Voyez-vous l'amiral Brandt qui vient vers nous avec son frère? Habillés râpés tous deux, je suis content qu'ils soient de l'autre côté de la rue. Sophie ne peut pas les souffrir. Ils m'ont joué autrefois un vilain tour, je vous conterai cela. Voici le vieux Sir Archibald et son petit-fils. Regardez, il vous voit. Il vous envoie un baiser et vous prend pour ma femme. Ah, la paix est venue trop tôt pour ce jeune homme. Pauvre vieux Sir Archibald. Aimez-vous Bath, Miss Elliot? Bath me convient très bien. Nous rencontrons toujours quelques vieilles amies. On est sûr de pouvoir bavarder, puis rentrer chez nous, nous nous plongeons dans nos fauteuils, et nous sommes aussi bien qu'à Kellynch. Anna le pressa de lui dire ce qu'il avait à lui communiquer, mais elle fut obligée d'attendre, car l'amiral s'était mis en tête de ne parler que sur la place Belmont. Maintenant, dit-il, vous allez entendre quelque chose de surprenant, mais d'abord dites-moi le nom de la cadette des Miss Musgrove, je ne l'oublie toujours. Anna la nomma. Oui, Louisa Musgrove, c'est cela. Si les jeunes filles n'avaient pas d'aussi beau nom et s'appelaient simplement Sophie ou Marie, je ne me tromperais jamais. Eh bien, nous pensions que cette Miss Louisa allait épouser Frédéric. Depuis quelque temps, il lui faisait la cour. On se demandait seulement pourquoi ils attendaient. Quand arriva l'accident de Lyme, Frédéric, au lieu de rester à Lyme, alla à Plymouth, puis il partit pour aller voir Édouard et il y est encore. Nous ne l'avons pas vu depuis novembre. Sophie elle-même n'y comprend rien. Mais aujourd'hui,
Les choses ont pris le tour le plus étrange, car cette jeune Miss Musgrove, au lieu d'épouser Frédéric, se marie avec James Benwick. Vous le connaissez? Un peu? Eh bien, ils doivent être mariés déjà, car je ne vois pas pourquoi ils attendraient. Le capitaine Benwick est un homme très aimable, et on lui donne un excellent caractère. Oh oui, il n'y a rien à dire contre lui. Il n'est commandant que de l'année dernière, il est vrai, et le moment est mauvais pour lui d'avoir de l'avancement, mais je ne lui connais pas d'autres défauts. C'est un excellent garçon, un officier actif et zélé, plus que vous ne le croiriez peut-être, car son air tranquille ne lui rend pas justice. Vous vous trompez, monsieur, les manières du capitaine ne me font pas supposer qu'il manque d'énergie. Je les trouve très agréables et je suis sûre qu'elles plaisent généralement. Bien, les dames sont les meilleurs juges. Mais James Benwick est un peu trop tranquille pour moi. C'est probablement l'effet de notre partialité, mais Sophie et moi, nous préférons les manières de Frédéric. Je n'ai pas l'intention, dit Anna après un peu d'hésitation, de comparer les deux amis. Mais l'amiral l'interrompit. La nouvelle du mariage est certainement vraie. Il n'y a pas là de cancan. Nous le savons par Frédéric lui-même qu'il a écrit à sa sœur. Je pense qu'ils sont tous à Uppercross. Anna ne put résister à la tentation de dire « J'espère, amiral, qu'il n'y a rien dans la lettre du capitaine qui puisse vous faire de la peine. Il semblait exister un attachement entre Louis et Louisa à l'automne dernier, mais j'aime à croire qu'il s'en est allé de part et d'autre sans déchirement. J'espère que le capitaine n'a à se plaindre de personne. Non, certainement. Frédéric n'est pas un homme à gémir et à se plaindre, il a trop d'esprit pour cela. Si la jeune fille en préfère un autre, qu'elle le prenne. Vous avez raison. J'espère seulement que le capitaine n'a pas à se plaindre de son ami. Je serais bien fâché que leur amitié fût détruite ou même refroidie par une chose semblable. Oui, je vous comprends, mais sa lettre n'en dit rien. Il ne témoigne même pas du plus léger étonnement. Anna ne fut pas aussi convaincue que l'amiral, mais il était inutile d'en demander davantage. Pauvre Frédéric, dit l'amiral. Il faut qu'il recommence à nouveau frais. Sophie doit lui écrire de venir, il y a ici de jolies jeunes filles, il me semble. Il serait inutile d'aller à Uppercross à présent, car l'autre Miss Musgrove est recherchée par son cousin, le jeune ministre. Ne pensez-vous pas, Miss Elliot, qu'il fera mieux de venir à Bath?